Marrakech est à 3h30 de Bruxelles en avion. On passe parfois plus de temps pour aller en week-end. Alors, pourquoi pas? La Koutoubia est visible de partout à Marrakech et agit comme un véritable phare. J'y reviendrai un peu plus tard. Une fois atterri, rien de plus facile à prendre un taxi pour le centre-ville. La concentration des centres d'intérêt à Marrakech est telle que pour voyager entre eux, nul besoin de moyens sophistiqués. À pied. Tout se fait à pied. La Ménara est un vaste jardin planté d'oliviers à environ 35 minutes à pied du centre de Marrakech. Au cœur de ce jardin, un grand bassin au pied d'un pavillon sert de réservoir d'eau pour irriguer les cultures. Alimenté en eau grâce à un système hydraulique vieux de plus de 700 ans, qui achemine l'eau depuis les montagnes situées à 30 km environ, ce bassin permet l'irrigation de l'Oliveraie. Datant de l'an 1200, ils ont été agrandis au XIXe siècle. Le petit pavillon avec son toit pyramidal vert aurait servi au sultan Sidi Mohamed de garçonnière. Une légende prétend même que le lendemain matin, la maîtresse était noyée dans le bassin. En passant par la Koutoubia, je reviens à la place Jemaa el-Fna, le centre névralgique de Marrakech. L'intensité des activités spectaculaires et originales a plaidé en faveur de l'inscription de cette place par l'UNESCO en 2001 en tant que patrimoine oral mondial, le premier du genre à l'échelle mondiale. Ce lieu attire sans cesse des foules de visiteurs venus pour assister au spectacle animé par les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes, les charlatans, les conteurs, les musiciens et d'autres artistes populaires, jeux, dessins ONE, etc. Elle se distingue aussi par des orateurs qui racontent des histoires ou vantent les mérites de produits magiques.
Elle se transforme petit à petit vers les dernières lueurs du soleil en un grand espace de restauration où les odeurs, les saveurs et la fumée des barbecues se disputent la vedette. Pour un prix modique, le visiteur peut goûter aux spécialités marocaines les plus connues, couscous, tagine, etc. et aussi aux spécialités locales telles que la tanga. لا دو حاجه من هنا تشوفي من هنا ديك Même avec un bon plan, la recherche du quartier des tanneurs est une véritable gageure. Les habitants vous aident, vous indiquent le chemin et se transforment en guide pour vous faire payer la visite, avec une organisation remarquable. Ceci dit, ça vaut la peine et c'est à faire. En 2010, mon hôtel ne peut pas être mieux placé. La place Gemma Elfna en tournant à gauche, la Pskoutoubia en tournant à droite et la piscine au milieu. Que voulez-vous de plus? Après ce repos bien mérité, reprise d'une petite marche pour arriver au tombeau saadien. Après l'avoir cherché un peu, je trouve enfin l'entrée. Dans cette nécropole redécouverte en 1917 reposent 4 sultans. Outre ces sultans, 62 membres de la dynastie qui régnaient au XVIe siècle y sont également enterrés. Les mausolées sont recouverts de marbre de Carrare, de mosaïques de style andalou et turc. La pièce la plus prestigieuse est sans doute la salle des 12 colonnes.
Quelques pas de là, le palais de la Baïa, qui va, j'en suis sûr, vous rappeler quelque chose. Devant cette cour du palais, une sensation étrange, comme une hallucination. En 1964, Henri Verneuil tourne ici la scène finale de son film « 100 000 $ au soleil ». J'ai hésité à couper cette scène, peut-être un peu longue, mais je n'ai pas pu. Le dialogue de Michel Audiard et le jeu des acteurs. Bien l'ouf, non? Ça va pas, toi, dis, oh. Je te préviens, Rocco, tu commences à m'agacer, hein? Ça va pas? Tu veux toujours faire 50-50? Hein? 50-50? Tiens. Voilà tout ce qui reste du camion. La carte grise. Voilà ta part. 2000 bornes. Tu te rends compte? On fait 2000 bornes pour ça. Le plus beau marathon de cocu depuis les croisades. Pépin, mon petit ange, ma petite fleur des sables. Tu l'as vu, amoureuse du petit homme. Dévouée, prête à faire le tapin. Je lui confie le bahut. Je vais au rendez-vous pour l'encaissement. Je trouve personne. Je retourne au camion. Plus de camion. Plus de Pépin, tout ça. Hop, envolé. C'est pas vrai, t'inventes. Mais je te jure, Plouc, parole d'homme, elle m'a fait la malle. Il y a quand même des salopes incroyables, quoi. Hein? Mais tu vois, si tu m'avais fait confiance. C'est toi qui m'aurais fait marrant. Oui, mais ça avait plus de classe, non? Hein? Alors, Plouc, ça valait pas le voyage? Quand je pense qu'on a failli avoir des mouches. Et puis, je n'entends plus les rires, les images se dissipent. Retour en 2006. Je retournerai à l'hôtel via les souks, qui sont immenses à Marrakech.
Les souks étaient autrefois divisés par corporation. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Les souks sont immenses et les ruelles sont très nombreuses. Il est très facile de s'y perdre. Mais il ne faut pas hésiter. Une petite pièce et vous trouverez toujours un enfant pour vous ramener sur votre chemin. La sortie des souks me ramène à la place Jemaefna, où le spectacle continue. Il est temps d'enfin visiter la Koutoubia. Emblème de Marrakech et symbole architectural almohade, la mosquée de la Koutoubia est également la tour Eiffel locale, un point de repérage pour le visiteur égaré. Ce lieu de prière fut édifié au milieu du XIIe siècle sous le règne des Almohades par ordre de Abdelmoumen Ben Ali. Elle doit son nom à la multitude de marchands, de manuscrits et livres qui s'alignaient devant ses murs. Elle pouvait accueillir quelques 20 000 croyants pour la prière. Son minaret, haut de 77 mètres, domine la ville. Et c'est sur son modèle que furent construits la tour Hassan à Rabat, la Giralda à Séville en Espagne et la mosquée El Moussamine à Marrakech. À l'intérieur, la mosquée est divisée de 17 nefs. Le style le plus fin, les frises d'inscription, surtout dans la niche de mihrab. Sa décoration extérieure montre bien le mélange de sobriété et d'austérité qui caractérise l'architecture almohade. Une petite marche avec un détour par la nouvelle ville, Guélise, avant d'arriver au jardin Majorelle. Le nom du jardin, véritable havre de paix dans le quartier très animé de Guélise, vient de son créateur, le peintre Jacques Majorelle, qui à partir de 1924
installa son atelier en ces lieux. Le jardin entourant son atelier fut planté de différentes essences des 5 continents, principalement des cactus et des bougainvilliers. En 1937, à Marrakech, l'artiste peint sa villa dans des tons vifs où domina le bleu Majorel. Suite à un accident de voiture, Majorel rentra à Paris et y mourut en 1962. En 1980, Yves Saint-Laurent et Pierre Berger rachètent l'atelier et le jardin. En gardent une partie pour leur usage privé, mais mettent l'autre partie à la disposition des visiteurs. Mais Marrakech est aussi au pied de la chaîne de l'Atlas, dont le point culminant est le Jebel Toukal à 4167 mètres. Pour cette excursion, j'emprunte la route de Tsi-En-Tsika. Le col de Tichka, culminant à 2260 mètres, est le plus haut col routier du pays. L'hiver, il est fréquemment enneigé. Et puis, les petites routes suivant les vallées, appelées la route des Kasbahs.
La plus belle de toutes ces casbahs, Aïd Benadou, située dans la province de Ouarzazate. Je l'ai visité aussi bien en 2006 qu'en 2010. J'ai largement préféré la visite de 2006. Hélas, cela ne va pas dans le bon sens. Rencontre avec un peintre étrange, avec des peintures invisibles. En 2006, il était le seul dans la Casbah. En 2010, ils sont nombreux à exploiter le filon. La Casbah de Taouert était occupée par la famille El Glaoui, les pachas de Marrakech, dont le dernier, Tami El Glaoui, était le grand-père de Mehdi, acteur de Belle et Sébastien. Si vous allez au Maroc et avez l'occasion d'assister à une fantasia, n'hésitez pas, même si comme ici, c'est une pour touristes.
Merci de m'avoir accompagné pour ces 2 voyages et, comme je l'espère, à bientôt pour le prochain.